Salut à tous, bienvenue sur cette émission de Classe Mondiale, la chaîne du football mondial. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de l'équipe d'Espagne de football, nouvelle version Luis de la Fuente. Comment joue cette équipe? Y a-t-il toujours des frictions entre Ceballos et Gavi? Est-ce qu'on va continuer à jouer le tiki-taka? Est-ce que l'Espagne va continuer dans un football de possession? Nous allons analyser tout ça dans cette émission aujourd'hui. Classe Mondiale, c'est tout de suite. Pour cette première sortie au stade de la Rosaleda de Malaga, l'Espagne de la Fuente s'est mis dans une posture à 4-3-3. 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Dans les buts, De La Fuente a fait appel à Kepa Arrizabalaga, le gardien de Chelsea. En défense, une défense à 4 donc, avec Carvajal à droite, Nacho dans l'axe, avec Laporte, et puis à gauche, Baldé, l'arrière gauche de 19 ans de l'équipe du FC Barcelone, qui est dans une saison absolument magnifique. Dans cette défense, déjà, il y a une grande surprise. Nacho dans l'axe, associé avec Laporte. Ça rappelle ce qui s'est passé pendant le mondial, où c'est plutôt Rodri qui était associé dans l'axe central avec Laporte. Cela signifie que vraiment, l'Espagne a un problème profond pour trouver un arrière central, un deuxième, puisque le premier, ils l'ont en la personne de Laporte. Au milieu de terrain, encore une surprise, Iago Aspas sur le côté droit, en milieu de terrain droit. Ça, c'était une surprise. Moi, je l'attendais plutôt au poste d'avant-centre, mais il a été sur le côté droit, même pas en tant qu'attaquant, mais en milieu de terrain. Dans l'axe, Rodri en maestro du milieu de terrain, et à gauche, Mikel Merino, dont je vous ai parlé dans une émission précédente. C'était effectivement le joueur qu'il fallait suivre en Espagne cette année avec la Real Sociedad. C'est le meilleur passeur du championnat. En attaque, Gavi a été mis sur le côté droit. Au centre, Alvaro Morata, le capitaine. Et à droite, Dani Olmo. Si on regarde cette composition d'équipe, De La Fuente, compte tenu très peu de temps qu'il a eu pour préparer cette équipe, a plutôt favorisé les automatismes. Par exemple, sur le côté droit, Carvajal était associé à Nacho, axe central droit, et Carvajal, arrière latéral droit. De même, du côté gauche, il a essayé d'associer Baldé en tant que latéral gauche et Gavi en tant qu'ailier gauche. Sauf que entre les deux, il y avait Mikel Merino. Donc ce lien, cette connexion entre les deux ne s'est pas passée de manière aussi fluide que ça peut l'être avec l'équipe du Barça. De même, quand il y a eu les changements, on a vu Oyarzabal et Merino justement pour créer à gauche cette connexion de l'équipe de la Real Sociedad qui a eu une très bonne saison cette année. Et de même, Ceballos est venu se placer dans le secteur où il y avait déjà Nacho et Carvajal pour garder justement ces automatismes du Real de Madrid. L'Espagne n'est plus dans une obsession de la possession. L'Espagne n'est plus dans la possession stérile. C'est une équipe qui possède, quand elle possède la balle, sait l'utiliser, mais si elle ne la possède pas, ne se précipite pas, se place en bloc médian, peut subir le match. On possède la balle, c'est très bien. On ne la possède pas, eh bien on attend, on se positionne en bloc médian, même en bloc bas, parce qu'à un moment on a vu l'équipe de Norvège contrôler ce match. Si Sorloth, l'attaquant qui remplace Haaland à la pointe de cette équipe de Norvège, était un joueur doué, je pense que l'Espagne aurait perdu ce match hier. Toujours est-il qu'on voit une équipe d'Espagne beaucoup plus patiente dans le secteur défensif et qui est capable justement par de longues passes, casser les lignes et créer des situations de but. Donc un football beaucoup plus rythmé, avec beaucoup plus de passes en profondeur, des passes qui cassent les lignes. On n'est plus dans la logique de faire des passes, de multiplier des passes, de faire des passes pour faire des passes. Le gardien Kepa Arrizabalaga a fait un bon match. Il a fait les parades qu'il fallait. Je lui mets plutôt un 7 sur 10. Rien d'exceptionnel. Je pense qu'il était aussi face à des attaquants extrêmement maladroits. Sur le côté droit, Carvajal, je lui mets aussi un 7. En co-capitaine, en homme d'expérience, il a fait
le taf. Même s'il y a une action un peu litigieuse sur laquelle il pousse un attaquant norvégien, ça aurait pu être un penalty qui aurait compromis les chances de l'équipe d'Espagne. À côté de lui, Nacho, dans ce rôle d'arrière central, a été extrêmement convaincant, même si on a vu au début du match quelques petits moments de flottement, mais dans l'ensemble, il a fait un très bon match. Je lui mettrai aussi un 7. Laporte, c'est un défenseur de classe, c'est un défenseur avec une grande sérénité, qui est toujours dans une moyenne positive sur le terrain. Ça va jamais être le défenseur qui va avoir un 10 sur 10, mais non plus un défenseur qui va avoir un 5. Donc il est toujours constant, il a été serein hier, même au moment où la Norvège a pris le dessus sur l'équipe d'Espagne. Baldé, sur son côté gauche, a fait un excellent match. Je lui mets 8, je pense que c'est l'un des meilleurs Espagnols hier, auteur de cette passe décisive qui permet à l'Espagne d'ouvrir le score, et d'autant plus que c'était difficile, puisque c'était face à un bloc bas. Et c'est jamais facile de déverrouiller un système qui est complètement fermé. Donc pour ça, je lui donne un 8 sur 10. Il a été extrêmement puissant sur son côté gauche. Iago Aspas, le condamné de cette équipe d'Espagne, qui n'était absolument pas dans son registre. On aurait pu le mettre en faux neuf, mais au fond, c'est un avant-centre, c'est un neuf pur avec son équipe du Celta de Vigo. Sur ce côté, dans ce rôle de demi-droit, il était, à mon avis, sacrifié. Voilà, je lui donne un 5 sur 10, mais c'est vraiment pas de sa faute. Rodri, un joueur constant aussi. C'est un joueur, comme dit Guardiola, qui est un joueur qui a une moyenne de 6 pendant toute sa carrière, et il fait jamais des choses extraordinaires, mais il est là pour organiser le jeu. Je trouve aussi qu'il a un peu exagéré au niveau des passes latérales. Il faut que, si on veut jouer dans la logique de La Fuente, il faut plus de passes tranchantes, des passes en profondeur. Donc, Mikel Merino, c'est un joueur que j'aime pas mal. J'en ai parlé déjà sur cette chaîne dans une émission précédente. C'est le meilleur passeur du championnat espagnol. C'est un joueur avec un magnifique pied gauche que j'aime bien voir jouer. Hier, il a fait un excellent match. Je lui donne un 7 parce qu'en tout cas, avec son pied gauche, il est capable de faire beaucoup de choses. C'est lui qui va sauver ce ballon, empêcher à ce ballon de sortir, qui permet justement, dans la foulée, de créer la situation du premier but. Alvaro Morata, je lui donne un 6, capitaine. Il était très remuant en attaque. Il a fait beaucoup d'appels de balles. Il n'a pas toujours été servi dans les bonnes conditions. C'est pour ça que je lui mets un 6. C'est un match correct. Gavi, c'est l'autre sacrifié de cette équipe d'Espagne qui, à mon sens, a été un petit peu isolé sur son côté gauche. Et le circuit avec Baldé a été rompu justement par Berg, qui était sur ce côté-là, qui a empêché justement ce lien privilégié entre Gavi et Baldé. Ceballos a fait une excellente rentrée, un joueur de classe. Je suis persuadé que ce joueur va être un grand joueur. Pour moi, ça me semble absolument évident que ce joueur est un joueur qui a quelque chose en plus. Il a une aisance technique, il a un volume de jeu, il a une capacité à éliminer parfois un peu de nonchalance dans son jeu. D'ailleurs, hier, ça a failli coûter cher à l'équipe, mais dans l'ensemble, c'est un joueur extrêmement fiable. Je pense que le Real tient là l'avenir de son football. Yeremi a fait une rentrée timide, aussi sur le côté droit à la place d'Olmo qui était buteur. Yeremi n'a rien apporté de plus. Au contraire, je pense que ça a été négatif pour l'équipe d'Espagne. Ça a venu un manque de lucidité sur certaines actions. Donc Yeremi, pour moi, n'a pas du tout été un élément convaincant hier. Je lui mets un 5. Oyarzabal aussi, il est rentré sur ce côté gauche dans le registre de Gavi. Et là, on l'a vu à nouveau, De La Fuente a voulu créer ce lien de la Real Sociedad avec Merino et Oyarzabal. Et puis je termine par Joselu qui a marqué un doublé. Donc pour ça, je lui mets un 8 sur 10. Pour moi, le MVP de la soirée, c'est José Luis Mato San Martin, alias Joselu, qui a mis un doublé dans ce match. C'était très compliqué. Quand il est arrivé, on a vu beaucoup de fraîcheur, on a eu énormément de vivacité dans son jeu, et donc il lui a fallu très peu d'action pour être là, être lucide et arriver à marquer ce doublé. Ce joueur de 32 ans qui joue à l'Espagnol de Barcelone, un joueur qui est né à Stuttgart, qui a joué en Allemagne, qui a joué en Angleterre, qui est passé par La Corogne, qui a joué à Swansea, qui a roulé sa bosse un peu partout
dans le monde du football européen et qui aujourd'hui se retrouve à 32 ans dans l'équipe d'Espagne, sauveur dans un match extrêmement important face à un concurrent direct. Prochain match de l'équipe d'Espagne face à l'Écosse, en Écosse, mardi prochain. Est-ce que l'Espagne nous a rassurés sur ce match face à la Norvège? Pas tellement. Je pense qu'à un moment de la durée, la Norvège était supérieure dans le jeu. Sans la maladresse de Sorloth en attaque, je pense que l'équipe d'Espagne aurait payé très cher ses manquements, ses atermoiements, ses hésitations. Et aussi, face à Haaland présent dans ce match, l'Espagne aurait sans doute perdu ce match. Donc maintenant, on va voir ce que De La Fuente va nous proposer pour le prochain match, un match difficile, parce qu'il n'est jamais facile d'aller battre l'Écosse en Écosse. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à l'équipe d'Espagne de football sous De La Fuente. À très bientôt pour une émission sur cette chaîne Classe Mondiale, la chaîne du football mondial. Continuez à vous abonner. À très bientôt. Ciao.